Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce colloque, d'autant plus que je travaille sur les questions de consensus et de conflictualité depuis plusieurs années. Et je m'excuse de ne pas pouvoir être là. En effet, c'est vraiment pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc, dans ma présentation, je vais me focaliser sur la sphère intergouvernementale européenne. Et là, je me réfère au Conseil européen et il faut que je change la slide, au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne. Et je voudrais préciser tout d'abord que je suis politiste, hein, donc j'essaie d'expliquer les pratiques décisionnelles sur la base notamment d'entretiens avec les acteurs, avec des acteurs du Conseil, et sur la base de l'analyse des votes du Conseil et des documents du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne. Et ce que je voudrais essayer de comprendre à travers cette intervention, c'est comment s'exprime la conflictualité dans la sphère intergouvernementale. Donc, les organisateurs l'ont rappelé hier, souvent l'Union européenne est considérée comme une démocratie de type consociatif. Je pense aux travaux de Paul Magnette, Yanis Papadopoulos et Olivier Costa notamment, c'est-à-dire une démocratie fondée sur la recherche du compromis. Et pendant longtemps, on a décrit la sphère intergouvernementale européenne comme étant liée à la recherche du consensus et du compromis. Je pense qu'il faut distinguer ces deux aspects, le consensus et le compromis. Ce sont deux normes. J'expliquerai comment je définis une norme, parce qu'évidemment, ce n'est pas une norme juridique, mais le consensus et le compromis, je pense, sont deux attitudes distinctes face à la conflictualité. Donc, le consensus est un mode de décision classique en diplomatie dans les organisations internationales. Ça signifie que le président de séance fait une synthèse des débats, une proposition, et si personne ne s'oppose, la proposition est adoptée. Donc le consensus n'est pas l'unanimité. Et pendant longtemps, on a dit que le Conseil de l'Union européenne décidait de cette façon-là et qu'il ne votait pas. Et on a aussi souvent décrit le Conseil de l'Union européenne comme étant un club de diplomates, parce que les représentants permanents réunis au sein du Coreper sont fondamentaux pour la conduite des négociations. Et dans ce cadre diplomatique, les accords et la conflictualité, en fait, s'exprimeraient de manière très feutrée. Je reprends, en utilisant cet adjectif de feutré, je cite une personne que j'avais interviewée, un adjoint d'un représentant permanent. Et je pense aussi à ce sujet à un article passionnant de Jean-Claude Piris, qui était juriste au Conseil, sur le droit communautaire comme étant un droit négocié par des diplomates, et qui mettait vraiment l'accent sur cet aspect diplomatique. Hélène Wallace, qui est une grande experte du Conseil de l'Union européenne, elle aussi décrit le Conseil de l'Union européenne comme un club de diplomates. Et dans ce cadre, ce qu'on appelle le consensus, dans le cadre du Conseil de l'Union européenne, je pense que ça revient à un évitement de la conflictualité. Je définirais le consensus comme un évitement de la conflictualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consensus peut cacher de la conflictualité. Que souvent le consensus peut n'être que de façade. Il y a de la conflictualité en interne qui s'exprime d'une certaine manière, mais après, la face publique de l'institution, du Conseil de l'Union européenne, semble consensuelle. Donc, je considère, pour aussi reprendre ce que disait Cécile Robert hier, je considère que le consensus est un indicateur de dépolitisation. Le compromis, pour moi, c'est quelque chose de bien différent. C'est une autre norme de la prise de décision, mais le compromis, c'est le résultat d'une négociation, un résultat qui donne une satisfaction plus ou moins grande aux différentes parties, et le compromis n'évite pas la conflictualité. Au contraire, le compromis, c'est une façon de répondre à la conflictualité, de l'affronter et d'essayer de la surmonter. Donc c'est pour ça que je tiens à distinguer ces deux attitudes, le consensus et le compromis, face à la conflictualité. Et je pense que c'est deux normes distinctes qu'on a dans la sphère intergouvernementale européenne. Cependant, depuis la crise économique et financière, on peut dire que la sphère intergouvernementale semble s'être relativement politisée, notamment au travers des interventions croissantes du Conseil européen, son rôle beaucoup plus actif, les clivages politiques sont devenus plus apparents.
Si on considère que le fait que le clivage politique devienne public et que s'instaure un débat public sur un sujet, hein, on peut dire que le rôle croissant du Conseil européen a mis en évidence une politisation des relations intergouvernementales. Et étant donné la multiplication de clivages forts entre les États membres dans le contexte des différentes crises, hein, qu'on a connues au cours des 15 dernières années, par exemple sur les politiques d'austérité, les clivages aussi sur la question des migrants, les clivages qu'on a vus lors de la pandémie entre les pays frugaux et les autres, ou aussi en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, on pourrait s'attendre à ce que les normes de consensus et de compromis s'effritent. Hein. Je voudrais me demander aussi dans mon intervention dans quelle mesure la sphère intergouvernementale, qui inclut non seulement le Conseil européen, mais aussi le Conseil de l'Union européenne, et donc le COREPER, c'est politisé. En fait, il me semble qu'il y a deux aspects qu'il faut distinguer. Je pense qu'en effet, il y a une relative politisation des relations intergouvernementales et des débats intergouvernementaux dans le contexte des crises, donc à travers la médiatisation croissante du Conseil européen. Mais il y a un décalage, selon moi, entre le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, parce que le Conseil de l'Union européenne n'est pas beaucoup plus visible. Je pense que c'est sans doute une des institutions les moins connues des citoyens européens. Et pour ce qui concerne le travail législatif quotidien, donc pas la gestion des crises, mais vraiment le travail législatif quotidien, il me semble que le Conseil de l'Union européenne suit toujours une norme du consensus qui est, et comme je l'ai dit, un indicateur de dépolitisation et aussi une forme d'opacité. Deuxième point important, selon moi, ce consensus au Conseil de l'Union européenne qui prédomine, toujours selon moi, d'après les résultats des votes que j'ai analysés, ne signifie pas qu'il n'y a pas de conflictualité au sein du Conseil de l'Union européenne et du COREPER. Il y en a, il y a des désaccords politiques, évidemment. Mais le problème, c'est que les votes publics du Conseil, les déclarations publiques des ministres, qui sont associés parfois à leur vote, tout ça donne une apparence de consensus qui ne reflète que très, très partiellement la conflictualité qui s'exprime au cours des négociations au sein de l'institution. Et évidemment, ça pose des problèmes en termes d'accountability démocratique des acteurs. Tout d'abord, j'ai dit que je définissais le compromis et le consensus dans la sphère intergouvernementale comme des normes sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des règles non écrites et que les acteurs s'y plient parce qu'il y a toujours le risque d'une sanction sociale, un risque d'ostracisation si on ne s'y plie pas. Et à travers les entretiens que j'ai conduits au Conseil, j'ai eu l'impression que quand même ces normes étaient bien implantées parce qu'il y a une ombre du futur qui plane sur les négociations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acteurs savent qu'ils vont renégocier avec les mêmes collègues et qu'il y a une certaine nécessité de se montrer constructif. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde se plie tout le temps à la norme. S'il y a une norme, souvent, évidemment, il y a des gens qui ne l'appliquent pas. Quand je faisais des interviews en 2008, on citait souvent le cas de la Pologne. En 2016, on m'a cité le cas du groupe de Visegrad. Mais bon, il me semble quand même qu'il y a des normes très anciennes de compromis et de consensus. Et j'ai fait des entretiens aussi avec des personnes qui ont travaillé au Conseil dans les années 80 et elles m'ont décrit des pratiques assez similaires à celles que j'ai retrouvées dans les descriptions que j'ai obtenues dans les années 2000. Donc, il y a des normes bien implantées. Le compromis, pourquoi cette recherche du compromis? Parce que ça évite que les États membres plus petits ne soient écrasés, entre guillemets, au cours des négociations. Et c'est le seul moyen de trouver des accords dans une politique aussi hétérogène que l'Union européenne. Et il y a une certaine persistance de cette norme parce que on le voit notamment à travers les déclarations des ministres qui sont publiées avec leur vote. Souvent, les ministres se réfèrent publiquement à l'esprit de compromis. Ils disent, nous nous sommes ralliés, nous ne votons pas contre, nous ne sommes pas totalement satisfaits par cette directive, mais nous ne votons pas contre par esprit de compromis. Donc, c'est aussi le signe que cette norme persiste. Le consensus
c'est tout autre chose. Comme j'ai dit, en Conseil européen, qu'est-ce que c'est que le consensus? Bon, c'est la règle qui est dans le traité. C'est la règle de décision du Conseil européen. Au Conseil de l'Union européenne, on a souvent dit que le Conseil de l'Union européenne décidait par consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire autre chose. Là, ça veut dire qu'en fait, peu d'actes sont adoptés sans accord général, ou plutôt avec des votes négatifs, des votes d'opposition ou des abstentions. Ça ne veut pas dire que la prise de décision est informelle. Souvent, on a dit ça. Et quand je parlais aux juristes du Conseil de l'Union européenne, ils étaient horrifiés. Et ils me disaient, mais non, non, c'est pas du tout informel. On compte, c'est juste qu'il y a souvent assez peu de votes explicites. Le comptage se fait de manière très implicite pour éviter de mettre en évidence les minoritaires, parce que c'est aussi dans l'intérêt de la présidence qui veut des résultats à la fin de son semestre, et c'est dans son intérêt de lisser les choses, de ne pas mettre en évidence les opposants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ombre du vote très forte. Les gens comptent et essaient de comprendre s'il y a une majorité qualifiée ou pas, dans beaucoup de cas. Donc le consensus au Conseil de l'Union européenne, selon moi, ce n'est pas l'informalité, ça ne veut pas dire qu'on ne vote pas, mais ça veut dire qu'on décide de cette manière très feutrée et en comptant de manière implicite. Et pour mesurer le consensus au Conseil, souvent on utilise les votes. Alors je vais vous montrer des statistiques que j'ai faites sur les votes au Conseil de l'Union européenne. Donc là, vous avez les actes législatifs adoptés sans l'accord de tous les États membres sur la période 1996-2021. Donc, ça veut dire que dans les actes législatifs ont été contestés par au moins un vote d'opposition ou une abstention, parce qu'une abstention compte comme un vote d'opposition. J'ai, dans les statistiques, là, j'ai pris en compte dans la colonne bleue tous les États membres, et en rouge, vous n'avez pas la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que sur les dernières années, il y a beaucoup d'abstentions de la Grande-Bretagne, pour laquelle je n'ai pas toujours une explication. Mais vous voyez par exemple que pour 2018 et 2019, si on enlève toutes ces abstentions de la Grande-Bretagne, en fait, l'accroissement de la contestation n'est pas si fort. Et là, pour les dernières années en gris, vous avez l'opposition. Donc j'ai enlevé les abstentions, vous avez les actes pour lesquels il y a eu des oppositions. On voit qu'il y a une vraie opposition en fait, dans très peu de cas. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, en 2021, on a eu en tout 16% d'actes contestés. Donc ça veut dire que 84% des actes dépendant du vote à la majorité qualifiée ont été adoptés à l'unanimité. Et en 2020, j'ai trouvé 25% d'actes contestés, pour lesquels il y a eu une abstention ou un vote d'opposition. Par ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que même des pays dont le gouvernement n'est pas réputé europhile, qui semble obstructionniste, en fait, pour ces actes, ne s'opposent pas nécessairement tant que ça. La Hongrie, par exemple, j'ai trouvé que la Hongrie en 2020 s'est opposée une fois pour un acte législatif. Et par ailleurs, comme je vous disais, en Hongrie, vous avez seulement l'opposition, les actes pour lesquels il y a eu seulement de l'opposition, donc vous voyez que c'est très faible. Et il y a un grand recours à l'abstention. Pourquoi? En partie parce que c'est plus diplomatique. C'est une façon de s'opposer de manière à nouveau plus feutrée. Et donc je pense pour cette raison, c'est qu'il ne faut pas, par ailleurs, pas assimiler l'abstention au vote négatif, parce que parfois l'abstention peut refléter le fait qu'il y a un manque de coordination en interne et un État membre n'a pas encore sa position. Ça peut arriver. Par ailleurs, ce qui est intéressant de voir avec ces statistiques, c'est que par exemple en 2004, avec le grand élargissement, on s'attendait à une érosion du consensus. On pensait que ça changerait les pratiques de vote au Conseil. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et à travers les interviews, j'ai compris que les pays qui sont devenus membres en 2004, leurs représentants sont peu à peu faits aux normes du consensus, ont appris à suivre ces normes, et ça pourrait expliquer pourquoi le consensus persiste. Pourquoi les acteurs
suivent-ils ces normes? Alors, je pense que c'est parce que, comme j'ai dit, il y a cette ombre du futur. On sait qu'on va renégocier avec les mêmes, qu'on essaie d'être constructif. Il y a aussi une dimension très importante, c'est l'évitement du blâme. Hein. Au travers des entretiens, j'ai eu l'impression quand même souvent les acteurs pensent que s'ils votent publiquement contre un acte ou s'abstiennent publiquement, ils risquent des sanctions. Ils vont attirer l'attention sur eux. Et ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Hein. Et donc, pour cette raison, une fois qu'ils savent qu'un acte va être adopté, ils disent, bon, de toute façon, on va suivre les autres, même si on n'est pas tout à fait satisfait. Hein. Donc, selon moi, c'est pour ça que je disais que le consensus n'est pas transparent, hein, et opaque, et un indicateur de dépolitisation, parce que ces votes, à mon avis, sous-estiment la conflictualité, hein, ces votes publics, ne reflètent que très partiellement la conflictualité interne. Cependant, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage politique du vote. Hein. Il peut très bien arriver que des États membres pensent que c'est dans leur intérêt d'utiliser le vote d'opposition ou l'abstention publique pour rendre des comptes à certains groupes sociaux. Évidemment, dans les États membres où il y a un contrôle parlementaire plus strict, il y a aussi souvent plus de votes négatifs et d'abstention. Je pense notamment au Danemark et à la Suède. Mais il y a d'autres des États membres, hein, après mes entretiens, où prévite hein, la logique de l'évitement du blâme hein, et la logique de l'intérêt politique. Mieux vaut éviter hein, d'afficher publiquement mon opposition hein, ou ma mise en minorité. Comme dernier point, je voudrais parler des négociations et de l'opacité. Hein, et me demander si l'opacité est inéluctable, parce qu'on voit que l'opacité du consensus, elle conduit à sous-estimer la conflictualité réelle qu'il y a au sein des institutions intergouvernementales. On voit à travers les résultats de vote que j'ai montrés, aussi à travers l'assez faible usage des déclarations de vote. Hein. J'ai regardé les déclarations de vote des ministres. En fait, il n'est pas du tout systématique hein, ce recours aux déclarations de vote pour expliquer la position qu'on a adoptée sur un acte législatif. On voit que le Conseil de l'Union européenne hein, continue de décider très très souvent par consensus apparent. Et je pense que c'est possible en partie parce qu'il y a un manque d'accès aux délibérations du Coreper, qui est évidemment central hein, dans la prise de décision intergouvernementale. Le Conseil est devenu plus transparent, hein, il publie beaucoup plus de documents. Je sais que la transparence n'est pas la panacée. Hein, là aussi, ça peut avoir des effets contre-productifs. Et on ne peut pas tout rendre tout transparent parce qu'évidemment, il y a beaucoup de la négociation qui repose sur les bilatéraux, hein, sur ce qui se passe en coulisses. Mais il me semble tout de même que les gouvernements n'utilisent que assez peu hein, les instruments qui sont à leur disposition pour rendre des comptes. Hein. Ils peuvent quand même utiliser le vote et la déclaration de vote, et ils le font assez peu, alors que ça permettrait hein, de mieux faire comprendre les dissensus, les désaccords, hein, et d'expliquer, de politiser hein, le Conseil. Et donc, ce n'est pas le problème du Conseil en soi, hein, c'est le problème des gouvernements. Les gouvernements ont les instruments pour rendre des comptes, mais ils ne le font pas forcément. En partie à cause de cette peur du blâme, hein, comme je l'ai dit. Le problème, c'est que toute l'attention hein, du coup public, enfin une grande partie de l'attention publique se concentre sur le Conseil européen, hein, qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus visible, et tout le travail législatif du Conseil de l'Union européenne ne semble pas assez suivi, hein, pas assez rapporté hein, par les acteurs. Un autre problème, hein, toujours sur cette question de l'opacité, et l'opacité est-elle inéluctable, c'est que j'ai dit qu'il fallait distinguer le consensus du compromis. Donc le compromis, ça obéit à une logique de la négociation. Hein, et le problème, c'est que souvent, les acteurs expliquent qu'ils veulent que le Coreper, par exemple, doit rester opaque, hein, doit rester peu exposé, parce que sinon on ne trouverait jamais de compromis. Hein. Notamment parce que si on ouvre les portes d'une institution, les positions des acteurs risquent de se polariser, les groupes contestataires vont utiliser les circonstances hein, pour bloquer les choses. Donc souvent on dit que l'efficacité de la prise de décision
décisions et la recherche du compromis dépendent de l'opacité. Alors, il y a sans doute du vrai, hein, comment négocier en public, c'est le grand problème, mais en même temps, il faut bien prendre en compte le fait que, comme le disait l'intervenant précédent, le compromis, c'est fondamental pour atteindre des accords dans l'Union européenne, pour prendre des décisions. Et par ailleurs, justifier le manque de transparence au nom d'une efficacité, au nom du compromis, ça peut aussi justifier des choses qui ne sont pas vraiment justifiables, si vous voulez. Hein. Donc, c'est cette forme de justification de l'opacité au nom de l'efficacité et du compromis, pour moi, a des limites. Hein. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas débordé. En conclusion, je voudrais dire que mon enquête là, tend à montrer que les normes du consensus et du compromis restent paradoxalement assez persistantes, hein, malgré la politisation certaine des relations intergouvernementales qu'on a vues à cause des différentes crises de la dernière décennie. Donc ces normes du consensus et du compromis restent relativement persistantes parce qu'elles sont évidemment dans l'intérêt des acteurs et elles permettent de répondre à différents types d'intérêts des acteurs. Le consensus me semble vraiment problématique en termes d'accountability, comme je l'ai dit, parce que ça revient à un évitement de la publicisation de la conflictualité, et ça ne me semble pas forcément justifiable. Le compromis, c'est autre chose, je pense. Hein. Et c'est un moyen de prendre en compte la conflictualité, comme j'ai dit. Hein. Pour moi, ce n'est pas incompatible avec la politisation, le compromis. Le problème, c'est d'imaginer des mécanismes d'accountability dans le cadre de la recherche du compromis. Hein, parce qu'on ne peut pas se limiter à dire on ferme tout, on ferme les portes, parce que sinon on ne trouvera pas de compromis. Je crois qu'il y a une association trop automatique entre la décision à huis clos et le compromis. Et je pensais notamment au fait que la médiatrice européenne a indiqué que les documents à 4 colonnes qui sont utilisés lors des trilogues pour trouver des compromis devraient être rendus plus souvent publics, ex post. Bon, il y a quand même des moyens d'améliorer l'information des citoyens sur le compromis. Et je pense qu'on ne peut pas se limiter à dire que le compromis justifie l'opacité et comme ça donner l'impression que tout est sans conflictualité et sans désaccord et sans vrai débat politique au sein de la sphère intergouvernementale. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé. Merci. Merci beaucoup.